Conjuguons nos différences, cultivons notre excellence. Voilà le slogan que moi j'aime beaucoup de la Fondation Paris-Saclay Université. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce slogan? Voici quelques pistes que je vous livre. La science au service du développement durable, la révolution dans le domaine de la santé ou encore la lutte contre la fracture éducative. Dans ces trois domaines, eh bien, la Fondation Paris-Saclay Université présente et soutient des grandes premières mondiales. Je vous en dis pas plus. La suite, c'est notre prochain invité qui va vous la détailler. Je vous prie d'accueillir Patrick Duvaux. Le vice-président de l'université Paris-Saclay et président de la Fondation Paris-Saclay Université. C'est à vous. Merci. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer dans la mesure où Thierry a déjà donné un contexte quand même de lucidité sur qu'on pourrait résumer chassons en meute. On sera plus à même de résoudre les grands défis du XXIe siècle. Donc je n'y reviendrai pas, mais je tenais à remercier. Alors je sais que d'aucuns n'aiment pas ce terme, Davos de la science. Nous sommes dans une communion au nom de la science, mais sûrement après les différentes itérations de cet événement, on parlera du Paris-Saclay de la science. Alors pour celles et ceux qui ont assisté donc hier à l'intervention de Martin Vetterli, qui disait qu'effectivement dans le domaine de la science, il a d'ailleurs tendance à cantonner le scientifique dans la science et le politique dans les décisions, mais il évoquait effectivement qu'il fallait éviter ce que l'on appelle le marketing de la science surdosé. Donc je voudrais quand même vous donner quelques explications très rapides sur le fait que la fondation de l'Université Paris-Saclay, qui est toute nouvelle, qui a donc été lancée pour accélérer toutes les missions de formation, de recherche et d'innovation de l'Université Paris-Saclay dans une approche collective, d'un collectif scientifique qui a la chance exceptionnelle de pouvoir être un architecte, un agrégateur et un fédérateur de forces qui appartiennent à 14 établissements, 7 établissements diplômants, 7 organismes de recherche nationaux. Donc vous vous doutez bien qu'en travaillant sur des projets méta, dont l'attractivité, dont l'impact et dont les résultats dépassent largement la somme des parties en vue de résoudre les grands défis du XXIe siècle, d'inclusion sociale, de santé pour toutes et tous, de changement climatique et de menace de la biodiversité, et bien que sur l'ensemble de ces projets méta-transversaux, compte tenu de l'ensemble des forces qui sont réunies sur le plateau, quelques-unes convergent vers des premières mondiales. Alors les 3 premières mondiales dont je vais vous parler s'intègrent dans les 3 priorités qui ont été présentées tout à l'heure, les sciences, à savoir les sciences dures et les humanités au service du développement soutenable, l'éducation inclusive et la santé augmentée pour toutes et tous. Je commencerai par une première mondiale qui touche le territoire. Donc je vais regarder là particulièrement François Durovray et Grégoire de Lasteyrie, qui sont d'ailleurs partenaires de cette première mondiale. C'est le déploiement en partenariat avec la société Datacat du premier data center biocirculaire au monde. Alors sur un territoire, vous faites face à une transformation numérique, vous avez une explosion exponentielle de données dans tous les domaines, vous avez besoin de data centers, les data centers génèrent en termes qu'on peut qualifier de déchets, de la chaleur fatale dont la température est 35 degrés, qu'on ne réinjecte ou qu'on ne revalorise très peu que dans le système de chaleur d'une ville, puisqu'il faudrait remonter en température pour le faire, donc redépenser de l'énergie. Sur une feuille de route d'un territoire, vous avez également l'utilisation de ce qu'on appelle la biomasse locale, qui d'un territoire à l'autre évidemment est différente, mais là vous avez un triptyque domestique, agricole et bois, et en général sur un territoire vous avez une feuille de route de méthanisation qui tend à convertir, à moindre coût d'ailleurs, puisque ce sont les petites bactéries en général de manière anaérobie qui convertissent cette biomasse organique en biogaz. La difficulté, c'est que l'appropriation sur un territoire de ces méthaniseurs, il y a des risques, il y a des odeurs, mais surtout, vous générez du dioxyde de carbone. Donc ça veut dire que le démarrage d'une intention vertueuse qui est de convertir une richesse d'un territoire, à savoir sa biomasse triple finalement en énergie, eh bien, se heurte à la génération de dioxyde de carbone. Et puis sur la feuille de route d'un territoire, ça a été rappelé également par Martin Vetterli, qui souhaite taxer effectivement le dioxyde de carbone, mais avant de le taxer, il y a tout un tas de solutions dont il a parlé d'ailleurs aussi sur la capturation carbone. Donc le premier maillon du data center biocirculaire, c'est déjà d'utiliser du biométhane qui va sortir des méthaniseurs pour alimenter en énergie, soit en ressources nominales, soit pour les refroidir, des data centers.
La deuxième composante d'un data center biocirculaire, eh bien, c'est quelque chose, c'est un phénomène naturel qui existe sur la planète depuis des milliards d'années, d'accord, et qui nous a permis, en tant qu'être humain, de commencer à respirer de l'oxygène. Il y a plusieurs milliards d'années, vous aviez à peu près 10 000 fois plus de dioxyde de carbone qu'à l'heure actuelle. Et effectivement, ce qui permettait de convertir ce dioxyde de carbone en oxygène, donc de la rendre habitable par des individus, ce sont des algues. D'accord ? Donc nous allons effectivement utiliser les excès de dioxyde de carbone d'une part, transition écologique, les excès de chaleur d'autre part, transition numérique, vous voyez la synergie, la réconciliation territoriale, et un puits de carbone en termes de captation pour faire de la culture d'algues. Et les troisièmes composantes sont les valorisations de ces algues. Donc on va améliorer et même, je dirais, augmenter ce processus planétaire qui date de milliards d'années. On peut réutiliser ces algues comme une nouvelle source de biomasse et surtout, on va pouvoir les valoriser en bioénergie. Certaines algues vont vous permettre de générer du biohydrogène sans électrolyse, voire des bioproduits, biomolécules, biocosmétiques, biopharma, voire de l'alimentaire. Nous sommes en relation. Donc vous avez ici, avec une efficience par rapport aux arbres qui peut être jusqu'à 20 fois supérieure, ça veut dire que par mètre carré, plutôt que de planter des arbres, vous allez planter effectivement des arbres d'algues, éventuellement des séquoias d'arbres, etc., qui vont avoir une efficience effectivement accrue. Donc je ne sais pas, il y a un projecteur qui tourne et j'ai l'impression qu'on ne voit plus beaucoup l'écran. Oui, merci. Alors, les partenaires de ce data center biocirculaire, donc il va être déployé sur le campus donc de data center de Marcoussis et Data4. C'est une start-up que nous avons cherchée dans le monde entier qui s'appelle Blue Planet Ecosystem, qui est basée à Vienne, en Autriche, et qui est capable effectivement de transformer du dioxyde de carbone et de la chaleur, non seulement en algues, mais également en élevage d'alevins. Tout ceci fait partie d'une chère innovation qui est portée par des chercheurs de Centrale Supélec, d'AgroParisTech, d'INRAE et de laboratoires. On parlait tout à l'heure, Thierry en parlait, de synergie, le fait d'être capable de faire de la multidisciplinarité, c'est difficile à mettre en œuvre. Deuxième sujet qui a trait à l'éducation, et d'ailleurs nous envisageons, et Thierry le disait tout à l'heure, finalement, de jeter une passerelle au-delà de la nationale 118 entre nos deux belles institutions, de manière à, sur des grandes causes qui sont l'éducation inclusive, c'est le patrimoine mondial éducatif que nous lançons donc en partenariat avec l'UNESCO. Alors il s'agit d'un projet global, il s'agit du premier réseau social éducatif, d'accord ? Il s'agit également de la première approche de l'éducation qui tire des leçons des échecs des MOOC et des SPOC. Je vous rappelle les MOOC, vous avez 1 heure de virtualisation en général d'un livre ou d'un poly. Le taux de conversion d'un MOOC, c'est 1,5%. 1,5% jusqu'à éventuellement la complétion de la certification. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'à l'heure actuelle, il est quasi impossible, par tous les dispositifs de modération que vous pouvez imaginer, d'avoir zéro fake, zéro shame sur ce type de dispositif. Ça va être le cas ici. Tout simplement avec une révolution. L'idée, c'est de lancer des capsules certifiantes et certifiées de formation d'à peine quelques minutes, dont l'ensemble vont correspondre à une formation diplômante à la carte, adaptée totalement à l'expérience apprenant, de manière prouvée. Nous travaillons avec la société qui a été choisie par l'Union européenne l'été 2022 pour certifier de manière numérique des contenus intellectuels, des actifs intellectuels. De manière participative, ce sont les étudiants eux-mêmes et les apprenants qui vont contribuer à fabriquer ces vidéos interactives de manière très gratifiante, puisque, à la différence de tout ce qui existe à l'heure actuelle dans l'éducation, mais qui existe dans la recherche, quand vous publiez un article de recherche, vous êtes un auteur. Quand vous publiez un contenu éducatif, vous n'êtes pas nécessairement, si ce n'est pas un livre, si ce n'est pas un support traditionnel considéré comme un auteur. Les MAC, ces capsules numériques validées par l'UNESCO, qui nous a inscrits sur le développement durable numéro 4, qui est l'éducation de qualité pour toutes et tous, sont des œuvres numériques originales. Ça veut dire que tous les auteurs de ces œuvres seront considérés effectivement comme des auteurs à part entière. Un accès favorable à la fracture éducative pour les personnes en situation de handicap, et puis finalement quelque chose qui est empowering, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de trouver des métiers. Alors, dernière, last but not least, nous portons avec donc AP-HP, plus grand hôpital d'Europe, la Fondation Rothschild, l'Université Northeastern aux États-Unis, un projet assez révolutionnaire qui est un nouveau paradigme de médecine qu'on appelle le life care medicine. Alors, à l'heure actuelle, on constate qu'il s'agit des patients, des praticiens et finalement de tous les acteurs du système de santé, des mouvements tectoniques très forts dans les attentes et dans les usages.
que ce soit sur la prévention, le diagnostic, la thérapie ou le monitoring du parcours patient. Et ceci est déclenché par une inadaptation tout à fait caricaturale et dramatique entre l'offre et la demande. Le système traditionnel de médecine est fondé sur 3 piliers. Sick care. Qu'est-ce que ça veut dire sick care? Vous allez consulter quand vous avez mal, d'accord? Et pas avant. Et en général, c'est trop tard. Eh bien, l'évolution, c'est de passer à life care. Vous voyez, vous remplacez un mot, mais derrière, vous avez un monde technologique, juridique et de pratique énorme. Effectivement, en passant à life care, vous allez être capable de maintenir en bonne santé les individus. Je rappelle que 80% des maladies, si elles étaient détectées suffisamment tôt, pourraient être sinon évitées, du moins mitiguées, c'est-à-dire dont les effets pourraient être diminués. D'accord ? Deuxième pilier d'un modèle de santé, c'est pay for fee. Vous payez pour le service, vous vous mettez à la place des médecins qui sont en burn-out, s'ils veulent augmenter leurs revenus, vous êtes obligé d'augmenter le volume et vous diminuez la qualité. Je rappelle que le temps moyen dans une visite médicale traditionnelle, ce qu'on appelle le temps patient qui est son écoute, sur une visite médicale de 10 minutes, c'est 30 secondes. D'accord ? Donc l'expérience patient, vous le voyez, est quand même pas mal. Donc l'idée, c'est de passer du pay for fee au pay for value. Mais là, changer un mot, c'est énorme. Parce que si vous voulez passer d'un paiement pour un service, une radio, une visite médicale, du blood test, etc., il va falloir prouver la valeur. Donc vous passez dans un monde, 85% des budgets internationaux, quels que soient les pays, et encore plus dans les pays en voie de développement, de la santé, sont liés à des mauvaises habitudes de vie. Ce matin, vous avez dû entendre dans les news que sur la planète, le nombre d'obèses est passé à 1 milliard. Il y a eu un doublement ces dernières années du pourcentage chez les hommes comme chez les femmes, et un quadruplement chez les enfants. D'accord ? Le 4e pilier, c'est ce dont on sait, excusez un petit peu la familiarité, mais ça a le mérite d'être clair, ce dont on s'est gargarisé pendant un certain nombre d'années, c'est le big data. D'accord ? Alors, le big data n'est plus suffisant en médecine, puisque si vous voulez faire la médecine personnalisée, vous êtes obligé de passer au self-data. Je rappelle que 50% des médicaments qui sont mis au point ne vont fonctionner que sur la moitié des personnes. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont designés sur des clusters et ils ne peuvent pas effectivement être personnalisés. Donc, d'où l'idée de faire ça. Donc ce projet se fait en relation avec donc l'Organisation mondiale de la santé et on va voir qu'on est capable effectivement de passer à du life care à partir du moment où on donne le contrôle aux individus de leur patrimoine de données personnelles. Alors nous sommes accompagnés sur ce projet par 3 sociétés, un cabinet d'avocats international, Fascal, puisque vous voyez qu'il y a des points juridiques quand même non parmi les moindres, la société Oxasphere qui est présente aujourd'hui, qui est la seule société au monde qui met en place tous les services de Microsoft, de Google, mais de manière notarisée, authentifiée, souveraine, qui est capable d'apporter la preuve, un peu comme ça se passe dans un système de paiement, et puis Sanofi, avec qui nous avons des relations. Alors le modèle du Life Care Medicine, c'est très simple, c'est un modèle de 3 sphères de données. La première sphère de données, vous la connaissez déjà depuis le début des années 2000. Le Quantified Self, ce sont 300 000 applications que vous avez sur vos téléphones, quelles que soient les marques, qui littéralement piratent des données de sommeil, d'alimentation, de sport en permanence, sans que vous en ayez le contrôle, sans que vous en ayez même l'usage, si vous vouliez par hasard être mieux soigné et les partager avec des cliniciens, et pire, avec une monétisation subséquente par les fameux pirates, donc GAFAM aux États-Unis et BATX en Chine, qui vont monétiser ces données qui ne leur appartiennent pas théoriquement de manière publicitaire. Donc en fait, la première sphère du Life Care Medicine, c'est la sphère du Life Care. C'est votre sphère de données de vie quotidienne. Et pour passer du Quantified Self à la sphère du Life Care, vous allez avoir besoin d'une authentification numérique indubitable qui soit placée sous le contrôle de la personne, qu'on va appeler le géniteur de données. Et évidemment, vous avez des enablers à la fois juridiques et technologiques qui vont permettre d'absorber toutes ces données du Quantified Step et les mettre à disposition du patrimoine de données de vie, de données de routine d'un individu. Vous voyez que c'est une révolution complète qui est tout à fait compatible avec le modèle du GAFAM. La deuxième sphère, on la connaît tous, c'est la sphère du sick care. C'est-à-dire, c'est les données qui sont collectées quand vous commencez à avoir mal. Et effectivement, cette sphère, elle est très diversifiée, très hétérogène, elle est multisite, c'est l'hôpital, c'est votre médecin, c'est des données de e-santé. Et ces données, en général, vous avez des problèmes d'interopérabilité, ça contribue aussi beaucoup au burn-out des médecins, c'est que quand il a un patient en face de lui, il aimerait pouvoir accès de manière instantanée, agrégée à toutes ces données de la sphère clinique. Alors vous avez un ratio
qui est très impressionnant et qui montre à quel point on va faire d'énormes progrès dans tout ce dont on parlait tout à l'heure sur les 3 piliers du Life Care Medicine, Life Care, Pay for Value et Self-Data. C'est le ratio entre la quantité de données de votre sphère de données de vie et la quantité de données de la sphère de données cliniques. Comme disent les Américains, make an educational guess, c'est 1 pour 1 million. D'accord ? Vous avez 1 million de fois plus de données là-bas, et vous voyez bien que si vous utilisez cette quantité de données, qui en plus sont des données temporelles, avec votre historique, pour être mieux soigné, mieux diagnostiqué, mieux suivi, des meilleures thérapies, évidemment, il va se passer quelque chose. Et la sphère, la troisième, c'est la sphère d'interconnexion entre votre patrimoine de données de vie et votre sphère de données cliniques. Et évidemment, cette interconnexion, elle doit se faire de manière tout à fait souveraine, authentifiée, notarisée, un peu comme un système de paiement où vous êtes identifié des deux côtés la même personne avec un dispositif d'authentification numérique qui, comme pour un paiement, vous laisse le seul dans le contrôle de vos données de vie qui sont un véritable actif. D'accord ? Alors, on va plus loin. On ne fait pas que de l'interconnexion et de l'identification de connexion. On va introduire ici, de manière personnalisée, des biomarqueurs qui vont faciliter le travail effectivement du praticien sur un certain nombre de maladies, que ce soit des maladies chroniques ou non. Et surtout, on va être capable de détecter parmi les 80% des maladies, pas que des maladies chroniques qui interviennent très très tôt, donc de détecter les petits signaux très tôt, on va être capable de le faire. Et on arrive à ce qu'on appelle la santé participative, c'est-à-dire que la personne, d'accord, donc qui a la maîtrise totale de sa sphère de données de vie, va être capable de participer elle-même. Alors juste, si on prend un petit peu de recul, il y a sûrement des sociologues dans l'audience, depuis la transformation numérique, on a utilisé toutes les externalités, notamment dans le ludique. Netflix utilise des milliards d'heures de vidéos, je rappelle, pour nous dire quelles vidéos on aime, d'accord ? Ils nous volent ces vidéos et en plus ils nous font payer un abonnement pour nous diffuser la vidéo qu'on aime bien, d'accord ? C'est ce qu'on appelle les externalités. La seule externalité qui a jamais été utilisée depuis le début de la transformation numérique, c'est les externalités de données pour la santé. Alors je vais vous donner un exemple, ça va vous paraître concret. La première mondiale, elle est là, c'est dans le cas de l'AVC, stroke. Nous avons mis au point donc le premier détecteur temps réel d'AVC, ici. Donc c'est la première cause d'invalidité dans le monde, c'est la deuxième cause de décès. Une personne sur 4 fera un AVC dans sa vie. Vous avez un coût à l'échelle de la planète d'1 trillion de dollars, c'est 1% du GDP agrégé de tous les pays dans le monde, c'est absolument énorme, 1000 milliards de dollars. D'accord ? Le risque a augmenté ces dernières années 70%. Vous voyez, une concomitance, c'est souvent comme ça quand on fait une présentation, vous avez un concours de sérendipité, le matin même, vous avez une information qui vous dit que vous avez 1 milliard d'obèses désormais sur la Terre et que c'est un chiffre qui est en croissance très forte. Quelles sont les raisons ? Les raisons sont là, et ça, c'est une cible pour Life Care Medicine, inactivité, alimentation malsaine, obésité, dépression. Et évidemment, plus vous allez avoir accès rapidement à un traitement, plus vous allez sauver ce qu'on appelle du temps de cerveau à partir du moment où vous faites un AVC. Alors j'espère que ça va fonctionner. On a répété ce matin à l'aube, ça a fonctionné. Donc là, vous avez une vidéo. C'est une première mondiale, c'est sûrement la première fois que vous assistez à ça. Je vous laisse apprécier. Life Insight is a revolutionary patented innovation to detect a stroke arrival in real time. With a high accuracy, Life Insight is the alone concept in the world not only to detect a stroke arrival, but also to quantify the stroke level and estimate the evolution of the pathology measurement in the first minutes or over a significant period of time. Stroke remains a predominant cause of mortality and disability worldwide, and Life Insight holds promise as a revolutionary technology to save a lot of patients. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai déjà parlé beaucoup, je vous remercie. Voilà le genre de réalisation que l'on peut faire en ayant la chance exceptionnelle de fédérer des forces telles que celle de l'Université Paris-Saclay sur des projets qui dépassent effectivement nos frontières. Donc cette invention, comme toutes les autres, sont des inventions françaises qui vont contribuer ici au bien, vous l'avez vu, sur le développement soutenable, sur l'éducation. Et ici, apporter une contribution très forte à la résolution, au moins à l'amélioration de toutes les difficultés liées aux questions de l'AVC. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Patrick Duvau, bravo pour toutes ces belles grandes premières mondiales portées par la Fondation Paris-Saclay Université. La suite du Paris-Saclay Summit, c'est dans quelques instants. À tout de suite.